Ah, bon, je recommence alors. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au CNRA Pitch numéro 17 sur la thématique de la logistique, du champ à l'assiette, bâtir des circuits plus robustes. Donc, aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à midi et demi. Dans un premier temps, on aura une présentation du CNRA par Béatrice Mottier, qui est la nouvelle déléguée générale du CNRA. Ensuite, une présentation de ce sujet thématique sur la résilience, euh, donc sur la logistique par Olivier Fénofédel de chez Vivalia. Et pour continuer, on aura des pitchers qui vous pitcheront leurs solutions. Donc, on aura deux membres de chez Vivalia, Dorina Sul et Velder. Et ensuite, nous aurons Socléo, Marché des territoires, Agrologique et les nouvelles fermes qui vous présenteront leurs solutions. Donc là, je vais laisser la parole à Béatrice qui va vous présenter le CNRA. Béatrice, je te laisse la parole. Est-ce que Béatrice, t'es là ou pas? On n'entend Ok. rien. Ouais, je l'entends pas. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez par contre? On Oui. vous entend, Anaïs, mais on n'entend pas. On n'entend pas Béatrice. Bon, Ouais, Béatrice. je vais prendre le relais alors. Donc le CNRA, qu'est-ce que c'est? Conseil national pour la résilience alimentaire, c'est une association qui émerge d'une initiative citoyenne. Elle est composée de 4 collèges, producteurs, associations, entreprises et secteurs publics. Son objectif, c'est s'unir pour nourrir, quels que soient les aléas. Et on se base sur 3 piliers qui sont reliés, influencés et outillés. Reliés, puisqu'on fait des mises en relation. On a également un comité annuel où on réunit tous nos adhérents, où on nous présente ce qui s'est passé au cours de l'année. On est aussi présent sur les salons. Et l'année passée, nous avons eu l'occasion de créer la place pour la résilience alimentaire au Salon des maires et collectivités. Et pour ensuite le deuxième volet influencé, on a mis en place des événements. Donc, on a la journée parlementaire qui a lieu tous les 2 ans. Donc, l'objectif de cette journée, c'est au Sénat, où on parle d'une thématique de la résilience qui a été sélectionné dans un outil qui est le guide pour la résilience alimentaire qui a été créé avec l'AFNOR. Donc, on a, comme je vous le disais, donc 3 piliers, reliés, influencés et outillés, et on se sert de nos outils pour influencer. Donc, on a le baromètre, le guide, les trophées également, si vous avez des initiatives sur la résilience, n'hésitez pas à candidater, ils sont ouverts au Salon de l'agriculture. Et ensuite, on influence à travers des rendez-vous, des interventions dans certains meetings et en créant des conférences ou alors des CNRA Pitch comme celui que vous allez assister aujourd'hui. Maintenant, quelques rappels sur ce CNRA Pitch. Donc, son objectif, c'est vraiment de porter la résilience, qui est la mission du CNRA. Il dure 1h30, il est enregistré. On aura donc des pitchers et bien sûr des sas de questions parce que l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous. Donc, que ce soit avec l'expert ou les pitchers, il y aura une salle de questions par la suite. Et la présentation ainsi que le replay vous sera envoyé. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de bien éteindre vos micros, d'être bienveillant. Si on ne répond pas à vos questions, ne vous inquiétez pas, on les prendra et on répondra par la suite. Et de respecter le timing à vous. Eh bien, écoutez, je vais laisser la place à Olivier Fénofédel, qui est donc l'expert aujourd'hui, directeur de chez Vivalia, pour nous présenter la logistique. Vous m'entendez? Olivier? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est Ah, bon, c'est bon. Parfait. Alors, j'aime beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'aime beaucoup le côté expert
En fait, je crois qu'on n'est pas des experts, on est tous avec une volonté de faire avancer la résilience alimentaire. Et quand on prend l'exemple de Vivalia, on est sur un exemple qui, me semble-t-il, peut être partagé. Pourquoi? Parce que il me semble que Vivalia et son réseau, c'est 73 dépôts répartis sur la totalité du territoire français et qui travaillent depuis, pour certains de nos associés, depuis 4 générations sur les territoires et sur cette envie de contribuer à ce qu'on appelle plutôt de la performance et de la robustesse plutôt que du cavalier seul. Quand je dis ça, c'est à la fois assez simple et complexe. Simple parce que c'est du bon sens. Travailler avec la production française locale, travailler avec ses équipes, valoriser les territoires, c'est quelque part notre enjeu depuis 4 générations. Et ça, c'est assez simple quand c'est dans votre ADN. Plus complexe parce que il faut embarquer à la fois nos clients grands comptes, il faut embarquer nos clients consommateurs, il faut embarquer les territoires, les équipes. Et ça, c'est tout le talent, je dirais, de nos dépôts. Et Thomas et Colin vous en feront la démonstration et partageront leur expérience avec vous. Alors, que vous dire de Vivalia? Alors, Vivalia, déjà, au-delà des 73 dépôts, de ses 13 associés, la spécialité de Vivalia, c'est de distribuer des fruits et légumes et produits de la mer. Notre objectif à nous est de répondre à 4 grandes catégories de clients. Les premiers sont globalement pour 30% la restauration collective, pour 30% la restauration traditionnelle, pour 30% la GMS, mais pas la GMS via des centrales, plutôt la GMS de proximité. Quand un Intermarché, un Système U, un Super U cherche un produit local, c'est souvent vers nous qu'il se tourne, puisque notre présence sur les territoires et notre lien avec la totalité de la production française et quasiment la totalité des criées françaises nous permet de répondre aux besoins de la grande distribution. Et puis, il y a les 10% complémentaires qui sont plutôt réservés au marché de plein vent, qui permettent là aussi d'être en proximité et de servir et de délivrer ce que la production française produit. Je vais mettre l'accent sur la production parce que c'est important que la production française puisse s'appuyer sur notre métier, qui est finalement le métier de trait d'union entre la consommation et la production, ou inversement, entre la production et la consommation. C'est important pour la production française de s'appuyer sur un réseau comme le nôtre, parce qu'on est capable de délivrer quasiment 100% de ce qui est produit. En tout cas, c'est le travail qu'on est en train de mener, de réaliser. Pourquoi? Parce que notre métier, c'est d'absorber aussi les pics de production. Et quand vous êtes sur un seul secteur de distribution, que ce soit la restauration collective ou que ce soit la distribution type GMS, vous ne pouvez pas forcément prendre la totalité de ce qui est produit dans des quantités importantes. Et ça, c'est le métier de Vivalia. Alors, pourquoi on le fait? En fait, parce qu'aujourd'hui, Vivalia, c'est quasiment 1200 camions tous les jours sur les routes qui livrent à la fois les clients consommateurs, mais qui font ce qu'on appelle chez nous la ramasse, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, une fois la tournée terminée, auprès de la production française, la totalité ou presque de ce qui est produit dans la journée, de ce qui est préparé, et on vient ramasser directement chez le producteur pour venir stocker chez nous et ensuite relivrer nos clients consommateurs demain. Et ça, c'est vraiment une des forces de notre métier de grossiste, hein, qui a souvent été... alors, je ne sais pas si c'est décrié, mais en tout cas, on a souvent été mis dans la lumière comme étant des consommateurs de marge, alors que la marge d'un grossiste, elle est parfois ridicule et que notre équilibre financier se fait notamment sur la partie volume. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Notre métier à nous, c'est d'apporter des solutions de proximité, en fait, et de réfléchir ensemble avec la production, avec nos clients, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme solution demain, comme solution concrète, efficace, presque immédiate. Notre métier, c'est la réactivité au quotidien.
La proximité, Thomas et Colin vous en parleront. On a une méthode qu'on a appelée la méthode de l'escargot. Quand un client consommateur nous demande un produit, on va d'abord essayer de privilégier la production la plus proche de notre dépôt. Et puis en fonction de ce qu'on trouve ou de ce qu'on ne trouve pas, on élargit le cercle de plus en plus pour continuer à être le plus efficace possible et répondre en priorité avec de la production française dans un premier temps, et puis effectivement s'ouvrir beaucoup plus largement quand le client nous demande des produits qui ne sont pas produits dans la région. On est capable d'aller chercher et d'aller les chercher sur quasiment l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la force de notre réseau. On est quelques-uns aujourd'hui chez Vivalia à prôner à la fois la résilience et la force des territoires. Pardon, notre métier, c'est de continuer à défendre les territoires, de continuer à défendre la production française, parce que s'il n'y a plus de production française demain, eh bien, il va se passer une chose simple, hein, il n'y aura plus de grossistes non plus. Les métiers vont s'agréger derrière des grandes marques qui, au final, feront, alors ce qu'elles veulent, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y aura une espèce d'hégémonie sur les territoires. Et je pense que la robustesse de notre système lutte aussi contre cette, euh, cette façon d'appréhender notre commerce et la production française. On a vraiment besoin d'avoir un engagement responsable, d'avoir un engagement autour de la résilience, à la fois en étant mesuré, tempéré et particulièrement réaliste. Donc ça, c'est les grands enjeux. Pour terminer, je vous ferai un focus peut-être sur le plan de décarbonation, qui est aussi un grand enjeu pour, alors j'allais dire pour les années qui arrivent, mais même mieux que ça. On a décidé de se lancer dans un plan de décarbonation. Ce plan de décarbonation, on l'a présenté il y a quelques mois maintenant, et on s'est engagé, en tout cas nos associés se sont engagés à arriver au net zéro en 2050. Alors, comment on fait pour aller au net zéro en 2050? Bah, déjà, pour parler de ce qui est euh, le plus essentiel chez nous, c'est de mesurer. Et pour mesurer, on s'aperçoit très vite que finalement, nos camions sur la route sont pas le plus gros du bilan de gaz à effet de serre. 70% de nos gaz à effet de serre sont produits par la production. Donc on a un travail, et là aussi ça rejoint notre engagement auprès du CNRA, on a un vrai travail de fond sur la production française et sur comment on va accompagner pour Vivalia nos près de plus de 2000 producteurs locaux sur cette avancée sur la décarbonation. 70% des gaz à effet de serre, c'est la production. Donc on a un vrai travail à mener avec la production française et on a des exemples intéressants à observer, hein. L'Association nationale Pomme-Poire, par exemple, a fait un gros travail sur son impact carbone et sur des plans d'action. Et l'idée, c'est de privilégier au maximum la production locale et les entreprises qui rentrent dans ces démarches-là. Je pense notamment aussi à Fruits d'Or, hein. La banane en France, on n'en fait pas encore, mais il y a des grands enjeux et des grandes convergences qui sont en train de se mettre en place. Et ça, nous, on a besoin de travailler avec la production française. Ensuite, on a toute la partie décarbonation avec les fluides frigorifiques pardon, qu'on utilise dans nos dépôts, qu'il va falloir faire évoluer. On a toute la démarche autour de notre transport. Mine de rien, il y a quand même des choses à réaliser sur cette partie transport. Mais là aussi, on a besoin, sur la partie transport, d'y voir un peu clair. C'est probablement un des derniers leviers qu'on va actionner parce que ce serait trop facile de raccourcir en disant il faut que nos camions demain soient des camions 100% électriques. La technologie n'est pas complètement prête. Les investissements sont colossaux. Je vous donne un exemple. Pour acheter un tracteur, aujourd'hui, il faut mettre à peu près entre 100 et 120 000 euros d'investissement. Pour acheter le même tracteur électrique, il faut quasiment 240 000 euros. Donc, c'est des investissements extrêmement lourds pour un impact carbone qui, chez nous, représente 6% seulement. Donc, on a vraiment besoin et eu besoin
de rentrer dans cette démarche acte pas à pas, qui nous a permis de bien mesurer à la fois notre impact carbone, de poser notre stratégie et ensuite de l'accompagner. Donc voilà, c'est les éléments qui sont clés chez nous, mais je pense que l'essentiel, c'est probablement de travailler ensemble parce qu'on est convaincu d'une chose, on est convaincu que les années qui arrivent, et on le voit avec ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, probablement que la coopération sera plus forte que la compétition. Et je vais laisser la parole à Thomas. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, si c'est Thomas ou Colin en premier, mais je vais leur laisser la parole parce que l'éclairage local et tout le travail qui est fait par nos réseaux d'adhérents est bien plus intéressant que ce que je peux vous raconter moi. Donc, je laisse avec plaisir la parole et je répondrai à vos questions. Merci beaucoup, Olivier. En effet, on va enchaîner avec Thomas de Velder, qui va nous présenter comment il fonctionne au niveau de son territoire pour répondre à une logistique résiliente. Est-ce que Thomas, vous êtes connecté? Oui, je suis là. Je suis là. Vous m'entendez? Parfaitement, allez. J'imagine que oui. Ok, très bien. Moi, je m'appelle Thomas, donc je suis basé à Lille, Sequedin pour être précis, et je suis directeur du site Velders, qui est un GASC, donc un grossiste à service complet, on aime les appeler. Grossiste à service complet, c'est quoi? C'est de l'achat, de la revente, et surtout évidemment de la distribution de fruits et légumes à nos clients. Alors imaginez-vous pouvoir proposer du poireau local à vos clients jusqu'au mois de juin, alors que le marché s'arrête habituellement plutôt en mars-avril chez nous, en tout cas. En tout cas, notre producteur aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Chez Velders, c'est précisément le genre de défi qui oscille un peu entre accompagnement agricole finalement et innovation qu'on aime relever chaque jour pour nos 500 clients qui sont basés dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Alors une rapide intro, sur Velders, hein, qui on est. C'est une société qui est ancrée au cœur du territoire depuis 72, hein, donc un peu plus de 40 ans, bien plus que 40 ans. Qui appartient au réseau Ribé Group, qui est une entreprise familiale également, qui a une activité, enfin qui a 7 entrepôts, 8 entrepôts similaires à celui de Velders, qui sont situés à la fois entre Rouen, on va dire, et Metz, pour faire simple. L'équipe Velders, c'est une quarantaine de collaborateurs avec un gros 2 tiers qui se trouve sur la partie opérationnelle et un tiers qui se trouve sur la partie achat, vente et un peu plus administratif, on va dire. C'est 500 clients, je vous l'ai dit, qui sont livrés chaque semaine par notre entrepôt et un chiffre d'affaires de 13 millions, ce qui nous permet d'avoir finalement une assise, une garantie de sécurité d'appro pour nos clients. On a une bonne taille critique pour garantir les volumes, mais on garde aussi, c'est ce que disait Olivier, toute l'agilité finalement d'un partenaire vraiment de proximité. Et donc on livre en exclusivité pour Vivalia et pour le réseau Ribé les départements du 59 et du 62, donc Nord et Pas-de-Calais. Le local, c'est vraiment dans l'ADN de Velders et de Ribé Group. C'est plus qu'un simple catalogue, hein, c'est vraiment un engagement de notre part. Aujourd'hui, on travaille avec 25 producteurs locaux. Je vais essayer de pas trop vous abreuver de chiffres, mais il y en a quand même quelques-uns qui me paraissent importants. 25 producteurs locaux aujourd'hui qui sont à nos côtés, en moyenne depuis une dizaine d'années. Il faut savoir qu'on ne travaille pas juste des produits locaux, on travaille avec ces producteurs-là vraiment des gammes qui essaient de couvrir l'intégralité du besoin. Je reviendrai sur ces sujets-là, mais on est en train d'accompagner typiquement un producteur sur le lancement de sa production de kiwi, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez bien entendu. Et donc le kiwi du Nord-Pas-de-Calais, pour l'instant, on est sur des tout petits calibres, mais dès que les arbres auront pris un peu de robustesse, on va pouvoir aller sur des calibres plus importants et on va pouvoir du coup servir nos clients avec ça. Donc encore une fois, c'est un producteur qui travaille une gamme assez large et qui a planté ses kiwis il y a 2-3 ans maintenant pour qu'on puisse espérer en avoir prochainement. Cette année, on a passé aussi un cap, il faut le savoir. On a passé un cap puisqu'on a augmenté encore en 2026 de 20% notre volume d'achat en local. Et donc en vrai, on ne fait pas finalement que distribuer du local, mais plutôt on investit vraiment dans l'économie régionale, en à la fois sourçant le local et en le distribuant pour nos clients en local également.
Alors, il y a 2 exemples sur lesquels je voulais m'attarder. J'ai 5 ou 8 minutes de pitch, 5 ou 8 minutes de pitch, donc je vais aller assez vite. Mais le premier élément que je voulais vous partager, c'est l'accompagnement HVE. Donc, vous avez en photo devant vous là, monsieur Étienne Duquesne, un collaborateur de Ribé et un de nos clients qui est au centre. Monsieur Duquesne, il a une grosse exploitation, c'est notre premier producteur local. Et il nous produit les choux, il nous produit voilà, des choux, il nous produit des poireaux, du céleri, de la salade, etc. etc. Donc un gros maraîcher qui a vraiment toute sa place chez Velders. Qu'est-ce qu'on a fait avec Étienne depuis allez, 1 an et demi, en gros? On est en train de l'accompagner on est en train de l'accompagner pour qu'il puisse obtenir son certificat HVE. Alors pourquoi c'est hyper important pour nous et pourquoi, enfin pas que pour nous, pourquoi c'est vraiment crucial que nos partenaires soient HVE? En fait, ça répond à une triple demande, à la fois la sienne, la nôtre et celle du client final. Pour lui, c'est quoi l'impact? C'est d'abord mieux valoriser son produit, mieux valoriser son travail et assurer une pérennité de volume. Puisque c'est nous qui sommes à la demande sur ces volumes-là, c'est parce qu'on sait que derrière, si ce producteur passe HVE, on va pouvoir décupler les volumes. Et comment on va décupler les volumes? Il faut savoir que tous les labels Egalim, c'est des leviers super puissants pour aller chercher des appels d'offres. Je prends l'exemple d'un de nos clients, le Crous, qui chaque mois remet en jeu l'appel d'offres et qui va se focaliser à la fois sur le prix et en même temps sur les produits labellisés Egalim ou pas. Et donc on peut avoir les meilleurs prix du monde. Si on n'a pas suffisamment de produits labellisés Egalim, on n'arrivera pas à obtenir ce marché public pour le mois suivant. Donc on a expliqué tout ça à monsieur Duquesne, à Étienne, et on lui a dit voilà, si demain on passe en HVE, non seulement on continue à produire, on continue à acheter les volumes qu'on achetait auparavant, et en plus on va pouvoir aller chercher du volume supplémentaire grâce notamment à cet appel d'offres. J'ai pris les Crous, j'aurais pu en prendre plein d'autres, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que sur les marchés publics qui pèsent très lourd chez nous, les 2 critères, c'est qualité et prix. Alors quand je mets qualité, je pense environnement, je pense RSE, je pense à tout ça, mais clairement l'Egalim est très important. Et pour le client finalement, donc pour lui, il valorise le produit, il sort plus de volume. Pour nous, c'est pareil, on développe le business et le partenariat. Et en troisième point, c'est forcément le client qui, lui, sera d'autant plus ravi d'avoir un produit labellisé, conforme Egalim, et qui plus est local. Pour conclure là sur ce client-là, pour que vous compreniez bien, il va préférer typiquement prendre un chou HVE qui ne sera pas forcément de la région à un bon prix, plutôt que de prendre un produit local à un bon prix sans le logo HVE. De fait, maintenant que Étienne va passer en HVE, on va aller chercher du volume. Et pour le client, ben voilà, c'est plus de local. Autre petite innovation avant de conclure, c'est comment on fait pour avoir du local plus longtemps, ou alors reformuler différemment, la quête de la saisonnalité longue. Pourquoi je vous parle de ça? L'année dernière, toujours ce monsieur Duquesne, qui est gros producteur de poireaux, produisait du poireau jusque fin mars, tout début avril, et ensuite il a arrêté la production afin de se consacrer entièrement à la salade, puisque c'est lui qui nous fait aussi toutes les salades pendant la saison printemps-été. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sondé les producteurs avec qui on travaillait déjà en local l'année dernière. On a regardé les plans de culture et on a regardé ce qu'ils étaient en capacité de produire. Et on a vu avec monsieur Duhamel, donc un autre qui n'est pas sur la photo, mais qui existe bel et bien. Monsieur Duhamel, lui, producteur de carottes, pardon, nous a proposé d'allonger la saison du poireau jusqu'au mois de juin, début juin. Ce qui fait qu'en gros, avec ce partenariat, on va pouvoir allonger de 2 mois notre production locale de poireaux. Et encore une fois, ça ramène toujours plus de local dans les assiettes de nos clients. Voilà un petit peu ce que nous on fait en quelques mots, en quelques minutes. En synthèse, je dirais que Velders, c'est l'alliance à la fois de la puissance logistique et de la finesse du terroir, hein. Et que notre leitmotiv, c'est d'aller chercher plus de local, plus d'Egalim sur une saison étendue. Et c'est un peu comme ça qu'on construit l'avenir à la fois qu'on construit l'avenir des assiettes de nos clients dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup Thomas, et je vous propose de continuer avec Colin
et Dorina Sud, qui est aussi membre de chez Vivalia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter d'abord Dorina Sud, le réseau Provence Dauphiné qui font partie de Vivalia. Et ensuite, je vous présenterai toutes les difficultés auxquelles on répond tous les jours. Difficultés, justement, comme l'a dit Olivier, qui font qu'aujourd'hui, on existe. Donc, Dorina Sud, c'est une société qui aujourd'hui livre des clients d'Aix-en-Provence jusqu'à Monaco, Menton, avec plus de 15 camions, plus de 32 collaborateurs, et on réalise aujourd'hui 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2 sites, un à Marseille et un à Fréjus. Cette société, elle existe par le biais du réseau Provence Dauphiné, et vous allez voir pourquoi c'est important pour nous en termes de logistique de faire partie d'un réseau. Le réseau Provence Dauphiné, aujourd'hui, c'est une trentaine de sociétés avec 3 types de sociétés, donc des GASC, comme Thomas l'a présenté, et donc comme Veldersay et comme Dorina Sudet. Mais aussi, on est présent sur des mines, sur les carreaux, et également sur les métiers d'expéditeurs. Ces métiers d'expéditeurs, ils font beaucoup de liens avec la production, parce que c'est des métiers qui existent de moins en moins, parce que les parcelles agricoles s'agrandissant, généralement, ces métiers d'expéditeurs sont internalisés au sein des exploitations. Aujourd'hui, dans le réseau Provence Dauphiné, on a la chance d'avoir des agriculteurs qui viennent directement, et donc là, c'est toute la partie logistique amont, qui viennent directement sur différents points où le réseau Provence Dauphiné est présent pour vendre leurs marchandises et pour que nous, derrière, on puisse les mettre au marché. Et donc les mettre au marché, ça veut dire pouvoir également, pour nos sociétés grossistes, pouvoir les distribuer aux clients locaux. Donc ça, c'est déjà une première approche vis-à-vis du local avec cette partie expéditeur. Derrière ça, on a une logistique aval qui est complexe. Alors, pardon, j'ai juste oublié un petit point sur l'appro local, donc expéditeur, et puis la deuxième partie, c'est effectivement nos camions qui aujourd'hui ramassent autour de nos sites. Donc, quand on crée nos plans de tournée logistique pour aller livrer l'ensemble de nos clients, on réfléchit déjà à comment est-ce qu'on va pouvoir aller chez nos agriculteurs récupérer la marchandise. On a une double difficulté là-dedans. La première qui est de livrer nos clients très tôt, mais également de pouvoir ramasser au plus tard possible chez l'agriculteur, parce que s'il n'a pas eu le temps de préparer la veille, ou si on est sur des produits sensibles, je pense à la fraise, il préférera une récolte le matin pour que nous, derrière, on puisse aller chercher la marchandise, la stocker et la relivrer le lendemain matin, synonyme de fraîcheur. Donc en amont, on a ces deux difficultés. On a la partie faire venir la marchandise depuis nos points d'expédition, et la deuxième partie qui est aller ramasser chez nos producteurs locaux autour de nos sites avec nos camions, dans un même temps qu'une livraison, aller pouvoir ramasser sur le retour du camion. Sur la logistique aval, toujours cette même difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on a on a 3 types de clients, GMS, PMS, restauration commerciale et restauration collective. Et pour les 2 premiers, GMS et restauration commerciale, on est contraint par des flux qui sont difficilement prévisibles parfois. Je vais parler de ma zone, la partie Côte d'Azur, où aujourd'hui, on ne sait pas bien comment ça va se passer avec le temps, avec les vacances scolaires. On est sur une demi-saison, donc c'est toujours compliqué de gérer ces volumes. Et puis la partie collectivité, où là, on va venir avec des forts pics hors période scolaire, venir répondre à des demandes de plus en plus croissantes de produits locaux, mais également venir répondre à des manquements de certains concurrents, par exemple. Et donc là, je pense à des grosses cuisines centrales qui vont pouvoir aussi nous appeler et du jour au lendemain nous demander un produit local, bio, en grande quantité pour justement pouvoir répondre à un besoin. Donc voilà, si je devais synthétiser, nous on répond à 2 grosses problématiques. Une logistique amont, producteur, comment est-ce qu'on va récupérer la marchandise ? Et la deuxième contrainte, une logistique aval, comment est-ce qu'on va livrer nos clients de ces produits qu'on va ramasser dans un même temps ? Et donc tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grossistes existent, Vivalia existe, avec une grande flexibilité. Si je devais juste conclure, ce serait par cette phrase, le local crée de la valeur, ça c'est sûr, mais notre logistique, elle permet de la valoriser dans nos assiettes, à tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Colin. Et ben, écoutez, merci Vivalia et merci les membres de Vivalia. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que dans le chat, on demande si Vivalia est présent à la réunion. Olivier, Maria ou... Alors, je peux peut-être répondre. Non, aujourd'hui, on est présent uniquement dans l'Hexagone. On commence à avoir un ou deux dossiers qui s'ouvrent à l'export, mais sur la Réunion, on n'est pas présent. Mais on peut échanger et discuter. Il y a probablement des choses à partager en tout cas, mais Vivalia n'est pas présent sur la Réunion. Merci beaucoup, Olivier. Et j'ai une autre question dans le chat. Est-ce que tous les membres du réseau Provence Dauphiné sont membres de Vivalia? Olivier, je te laisse répondre ou je réponds? Non, bah, vas-y, Colin, vas-y, je t'en prie. Donc, est-ce qu'on est tous dans le réseau Provence Dauphiné membres de Vivalia? La réponse est oui, et en même temps non, parce qu'on a certaines activités qui ne font pas partie de Vivalia, puisque Vivalia, c'est toute la partie qui est grossiste alimentaire et donc qui est accompagnant sur toute la partie livraison. En revanche, le réseau Provence Dauphiné est à part entière présent dans Vivalia et membre de Vivalia. Mais certaines sociétés, effectivement, celles d'expédition, de par leur métier, ne font pas partie de Vivalia puisqu'elles ne livrent pas des grands comptes, des collectivités, des GMS ou de la restauration commerciale en direct. Merci beaucoup, Colin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat avant de passer au pitch? On a une autre question sur l'implantation de Vivalia dans le Grand Est. Quelle est votre implication votre implantation, au niveau du Grand Est? Alors, au niveau du Grand Est, aujourd'hui, on a un associé qui s'appelle la SAPAM, qui couvre à la fois de Strasbourg en descendant jusqu'à la région de Dijon. Donc, toute cette façade-là est couverte par le réseau Vivalia. Et quand on prend le Grand Est, si on ajoute Nancy, Metz, là, c'est le réseau Ribé. En fait, et Thomas en était le représentant aujourd'hui, c'est le réseau Ribé qui développe toute la partie Metz-Nancy. On a une politique assez claire entre les associés pour couvrir géographiquement non, j'allais dire quasi, mais non, toutes les régions de France. Par contre, sans se faire de la concurrence, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens à l'interne. Donc, la partie Grand Est, la SAPAM sur l'extrême Est et sur l'Est classique, le réseau Ribé. Merci beaucoup, Olivier. Alors, pour toutes les questions relatives à l'implantation de Vivalia, je vous propose de contacter directement Olivier a posteriori, puisqu'il y a les mêmes questions pour l'Île-de-France et pour Montpellier. Mais par contre, je te propose, il y a une autre question. Pour le moment, HVE2, avant... c'est Tiffaine, je crois, qui pose une question sur HVE. Oui, Oui. je vais prendre. Ah non, il y a une réponse. Ouais, Ouais, pardon. en fait, c'est moi qui viens de mettre la réponse. Thomas, pardon, de Velders. Il y a Christophe qui demandait si on travaille avec les SICO. Donc la réponse est oui, évidemment, on travaille les SICO, on travaille le bio. Après, il faut avoir en tête une chose, c'est que la plupart de nos clients, les prix sont fixés. Et nous, après, c'est à nous d'aller chercher le produit au bon prix. Le bio étant toujours assez cher, et pour la restauration collective, c'est toujours très compliqué de se financer du bio. Alors on en fait, on est aux alentours de 4-5%, ce qui est bien moins que le local, où on est aux alentours, je l'ai dit, aux alentours de 28%. Il y a une question aussi d'Isabelle Hébé, pardon si j'écorche le nom. Comment Velders étend la saisonnalité? Je pense que j'y ai répondu. En fait, on a étendu la saisonnalité du poireau en allant chercher un producteur autre qui habituellement ne produisait pas ce poireau jusqu'au mois de juin. Et on s'est engagé sur des volumes avec lui en lui disant voilà, nous on est prêt à te suivre jusqu'à ce que tu puisses plus en produire. Et c'est comme ça qu'on a étendu la saisonnalité. HVE, j'ai répondu. Pour l'instant, on est passé en 2 et on verra après pour le 3. Et la nature de l'accompagnement, merci d'avoir posé la question parce que j'avais oublié de vous le dire, j'avais une vraie frustration. Concrètement, comment on a fait? C'est du temps passé avec lui pour lui expliquer les raisons de l'intérêt du HVE. C'est aussi de la mobilisation de l'équipe
En fait, il manquait pas grand-chose pour passer à HVE2. Il manquait essentiellement de planter beaucoup d'arbres et de mettre des compteurs sur ces forages. Alors, mettre les compteurs sur les forages d'eau, évidemment, je ne pouvais pas l'aider. Par contre, pour ce qui est de la plantation des arbres, on a travaillé ensemble et on s'est fait un samedi matin avec une cinquantaine de scouts, avec les collaborateurs de Velders, plus un food truck et plein de gens qui l'avaient rameuté un peu autour, et que Velders a aussi rameuté pour aller planter les 2500 arbres en une matinée sur un samedi matin. Donc voilà, ça peut être ça, hein. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça en fait partie. Alors, je Et complète, Thomas, pour laisser vas-y. la place aux autres intervenants. Juste, on Ouais. répondra aux questions de façon précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vivalia accompagne ses producteurs de l'achat de la graine jusqu'à 100% de la production valorisée. On travaille aussi à ce qu'on appelle la juste rémunération. Mais ça, on pourrait faire un sujet complet là-dessus. Mais c'est un enjeu pour nous de travailler tous ces aspects-là parce qu'ils contribuent à la résilience, à l'anti-gaspi et à la robustesse de nos territoires. Mais on répondra avec plaisir. On voudrait laisser quand même un peu de temps aux autres intervenants parce que sinon on est intarissable. Merci. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Écoute, on continuera tout à l'heure les salles de questions et là, on va laisser la parole donc au pitcher. Donc, le prochain pitcher, c'est Mylène de chez Agrologique. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ouais, ok. Donc moi je suis Mylène Seyeux de l'entreprise Agrologique. Moi je vais vous présenter donc la société. On est une entreprise qui est basée en Mayenne dans les Pays de la Loire. Et donc nous on est spécialisé dans la production et la valorisation de graines et de légumineuses locales, bio et sans gluten. On travaille aujourd'hui avec une soixantaine d'agriculteurs dans un rayon d'environ 150 km autour de notre usine. Et donc notre rôle, c'est vraiment reconnecter la production agricole aux débouchés alimentaires locaux et industriels. Notre métier concret, on intervient sur plusieurs étapes. On va accompagner en fait des producteurs dans ces nouvelles cultures-là. Et après, sur le site, on s'occupe donc du séchage, du triage, du décortiquage, du nettoyage des graines, du conditionnement et toute la partie commerciale de ces produits. Et du coup, on a une nouveauté pour ajouter encore plus de valeur ajoutée à nos coproduits. Donc les coproduits, c'est tout ce qui vont être les graines abîmées. Par exemple, lors du décortiquage, il y a une graine qui peut se casser en deux. Du coup, pour donner encore plus de valeur ajoutée à ces produits-là, maintenant, on fait de la transformation directement sur site. Donc on va faire nos propres huiles, notre farine. On va avoir une partie toastage pour donner d'autres goûts et d'autres produits encore à nos clients. Et on a maintenant des produits extrudés. Sur la gamme de produits, nous, on fait 21 variétés de graines. Donc, ça va des légumineuses que vous connaissez, les lentilles vertes, les lentilles corail, les pois chiches, les haricots, etc. On fait aussi des graines, donc sarrasin, quinoa, millet, sorgho, tournesol, courge, chia. Je ne vais pas vous citer les 21 variétés. Et donc, avec toutes ces variétés-là, nos farines et nos huiles. Et l'objectif, c'est vraiment de répondre à des besoins concrets avec des volumes adaptés et une flexibilité pour nos clients. On fait à peu près 1500 tonnes de produits par an. Et au niveau commercial, l'idée, c'est on a des clients industriels, on a une gamme de clients grossistes au niveau local. Notre idée, c'est de vraiment rester produire sur le Grand Ouest et laisser nos produits sur le Grand Ouest en consommation. Sachant que notre valeur première, c'était la restauration collective. C'était vraiment nourrir les enfants. C'était l'idée, en tout cas, du dirigeant. Et ensuite, on a une commercialisation directe avec le local, donc tout ce qui est GMS, restauration, etc. Au-delà de notre métier, nous, on a vraiment un enjeu plus global. C'est vraiment sécuriser les débouchés pour nos producteurs. Relocaliser vraiment la production et la transformation sur notre territoire, accompagner l'évolution des cultures face au changement climatique. Donc nous, en fait, on a une zone de test sur lesquelles on va pouvoir faire des essais de culture pour accompagner au mieux les producteurs avec lesquels on travaille. Et l'idée, c'est vraiment recréer de la valeur sur notre territoire. Pour ça, on a créé un outil qui s'appelle Circuit Local. Je vous en parle parce que ça va vraiment sur la thématique.
L'idée, c'était d'aller jusqu'au bout de la logique au niveau local. Donc, en fait, nous, on connecte des productions locales aux consommateurs et aux professionnels. Donc, on a nos produits agrologiques, mais aujourd'hui, on regroupe une quarantaine de producteurs en Mayenne sur une plateforme que vous allez découvrir après qui s'appelle Socléo. Et donc, en fait, on propose la distribution auprès de professionnels, donc restaurants, épiceries, hôtels, toute une partie logistique. La livraison en entreprise de courses 100% locales. Donc, on a un système de drive. Les gens font leur drive et sont livrés sur leur lieu de travail de produits locaux. Et on fait aussi une distribution à domicile avec de la cyclo-logistique sur Laval. Et on fait aussi une partie de création de paniers garnis, vu que du coup, on travaille avec plein de producteurs. Et on fait des ventes auprès des écoles au niveau local. L'idée, c'est vraiment de boucler la boucle en assurant des débouchés locaux cohérents avec les productions qu'on peut avoir sur notre territoire. On a un problème vis-à-vis des grossistes avec lesquels on travaille et par rapport à la loi Egalim, c'est par rapport au pourcentage de bio qui finalement est retranscrit en euros. Donc nous, sur nos produits qui sont des légumineuses qui sont très peu chères finalement et qu'on pourrait introduire assez facilement, sur la loi Egalim, elles ne représentent rien vu qu'on est sur des coûts très faibles. Et donc là, on se retrouve en concurrence beaucoup avec des produits d'import. Donc nous, on se bat vraiment aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que demain, le futur, il est vraiment sur un engagement local et des produits qui sont valorisés sur le territoire. Donc voilà. Si je vais conclure ma présentation, c'est vraiment, nous, notre enjeu, c'est plus seulement de produire, hein, c'est vraiment redonner de la cohérence à notre filière, relocaliser la production, la transformation et du coup la consommation. Et donc, c'est dans cette logique qu'on essaie de construire nos produits chez Agrologique. Voilà. Merci beaucoup, Mylène. Est-ce que vous avez des questions sur Agrologique à poser à Mylène? N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main si vous avez des questions. A priori, aucune question aujourd'hui. Après, on aura encore quelques minutes de questions à la fin du CNRA Pitch. Donc, si vous n'avez pas de questions maintenant, vous pouvez lui poser quand même plus tard. Vas-y, votre modèle est Alors, je vous transformable, Christophe. Je vois une question, moi, de mon côté. Ah, j'ai pas entendu. Je vois une question de Christophe. Votre modèle est Ah, transformable. votre modèle. Eh ben, je laisse répondre. Bah, nous, en fait, l'idée, c'est qu'on a d'autres sociétés sur le territoire français qui travaillent un peu comme nous, hein, déjà. Alors, pas tous en bio, mais c'est pas grave. Nous, on n'est pas... nous, on a fait le choix de travailler de la bio, mais on est ouvert à toutes les propositions. L'idée, c'est vraiment de structurer ça. Donc, nous, dans l'idéal, on aimerait réussir à rencontrer en tout cas tous les faiseurs un peu comme nous sur le territoire français pour qu'on travaille ensemble, en fait, sur comment réussir à contrer un peu tout ce qui va être produit d'import et demain se démarquer des autres et pouvoir faire la différence et aussi faire comprendre aux gens, aux consommateurs, hein, vraiment qui deviennent acteurs de leur consommation encore plus et que du coup, sur chaque partie de notre territoire, on ait ce même système et que demain, ça puisse fonctionner au niveau local partout sur la France, quoi. Et après, au niveau de circuit local, la distribution des produits locaux, pourquoi pas. Après, je sais qu'il y a déjà des entreprises qui existent un petit peu partout sur le territoire. Nous, on a créé notre modèle parce qu'on n'avait pas de solution en Mayenne et qu'on avait de la demande, en fait. Merci beaucoup, Mylène. Et ben, je vous propose de continuer avec Socléo, donc, qui travaille a priori avec Agrologique. Donc, je donne la parole à Tout à fait. Raphaël. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Raphaël, chef de projet chez Socléo, l'ERP des acteurs de l'alimentation locale. Nous sommes éditeurs d'une solution logicielle pour la gestion administrative, commerciale et logistique pour les circuits courts. Et je voudrais que vous imaginiez 5 profils, 5 entreprises. La première, ça serait une entreprise individuelle. Donc Nicolas, producteur de légumes près d'Amiens, qui souhaite juste éditer ses bons de livraison et ses factures de ses ventes aux épiceries du coin.
Le deuxième exemple, ça serait un collectif de 50 producteurs avec Pierre, membre de l'association, qui cherche à développer une proposition de panier distribué aux particuliers via une vingtaine de lieux de distribution directement chez les membres producteurs de l'association. Le troisième exemple, ça serait Lucie, productrice de lait et transformatrice à la ferme, qui va donc produire ces yaourts qui sont distribués dans la grande distribution de sa région, de son département. Quatrième exemple, ça serait Cécile, directrice d'une plateforme de distribution de produits locaux pour la restauration collective, avec plus de 100 producteurs adhérents à ce service de grossiste local et qui va générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le cinquième, c'est Mylène chez Agrologique, le pitch juste d'avant, qui est également utilisatrice de Socléo. Voilà. L'objectif de toutes ces structures, bien différentes, mais c'est de garder le plus de valeur possible dans leur périmètre et trouver des outils adaptés au quotidien. Et Socléo répond justement à ce besoin-là sur la partie logicielle, puisqu'on a un ERP qui va répondre aux différents besoins de ces profils-là. Et c'est pas juste pour des personas, comme on dit pour le pitch, mais c'est bien des vrais utilisateurs, utilisatrices dont vous pouvez retrouver le témoignage sur notre site. Et donc, au cœur de la proposition de Socléo, c'est à la fois un logiciel full web, accessible depuis n'importe quel navigateur Internet, où nos utilisateurs vont pouvoir gérer leurs commandes, à la fois dans une saisie classique via potentiellement un service d'administration des ventes, mais aussi via un site vitrine, à la fois B2B ou B2C, et puis même un module de caisse pour les structures qui font de la vente aux particuliers sur leur point de vente ou les marchés. Une fois ces commandes saisies, on va offrir donc la possibilité de préparer ces commandes avec un certain nombre d'éditions, un module de gestion de stock, gestion des approvisionnements, bien sûr la partie génération des factures. On est prêt pour la grande bascule en cours vers la facturation électronique en 2026-2027. Et puis la partie logistique avec l'optimisation de tournée, l'envoi d'ordres de transport à certains gros transporteurs. La gestion de la transformation, comme je l'ai dit pour Lucie, avec voilà, un outil adapté à des ateliers à taille humaine, à la ferme ou semi-industrielle. Donc voilà, on a vu évoluer, on existe depuis maintenant 20 ans. On a un monde agricole qui est en perpétuelle évolution. On a vu le boom des drives B2C pendant le Covid, la chute quelques années ou une réduction d'activité quelques années plus tard. Donc là, on a voilà, des canaux de vente qui se diversifient pour les producteurs et les productrices. On voit se développer aussi de nombreuses propositions de plateformes de produits locaux. Et donc, Socléo, on a la vocation de favoriser le développement des circuits courts en rendant accessible justement à ces acteurs-là, assez divers, un logiciel métier complet avec un accompagnement personnalisé et attentif pour ces acteurs-là. Donc aujourd'hui, Socléo, c'est 1000 structures accompagnées, utilisatrices de Socléo au quotidien en France et en Belgique. Et chaque année, ça représente des commandes saisies pour des produits de plus de 9500 producteurs, productrices. Donc, dans l'arrière-boutique, pour cette proposition-là, c'est une équipe de 20 personnes basée à Nantes, une organisation pleinement horizontale avec une équipe chargée d'accompagnement dont je fais partie et une équipe de développeurs, développeuses basée à Nantes, tout ce beau monde à Nantes. Donc, on est une structure en autofinancement depuis le début avec une croissance organique dynamique depuis maintenant 20 ans. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un outil complet pour la gestion commerciale, administrative et logistique, ou même vous accompagner des structures en développement, voilà, je vous invite à aller voir notre site, pourquoi pas demander une démo ou à me contacter directement via les coordonnées présentes sur la slide. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, même principe, il y a 2 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Raphaël, n'hésitez pas. Donc, soit en levant la main, soit en passant par le chat.
comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on aura quelques minutes de questions à la fin, donc peut-être que les questions viendront par la suite. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Et ben, maintenant, je vous propose de passer à Denis avec Marché des territoires. Je te laisse la parole, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Denis Quignon, administrateur du projet Marché des territoires. Le but de ce projet, c'est de mettre en place une place de marché sur les circuits courts, produits locaux, et l'économie circulaire. Notre objectif dans tout ça, c'est une notion d'industrialisation des circuits courts et aussi de massification. C'est peut-être des gros mots, mais c'est aussi pour répondre à un certain nombre de problématiques qui existent toujours. C'est pour ça que la thématique de la logistique est importante. On a dans la notion des circuits courts une stagnation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les flux sont assez fragmentés. On a des coûts logistiques élevés, puisque souvent on fait du 1 pour 1, et que notre but, c'est bien justement d'industrialiser, de mutualiser à travers la coopération. Et puis, aujourd'hui, on peut dire qu'on s'adresse toujours aux mêmes consommateurs, ce qu'on peut appeler les aficionados. Nous, notre but, c'est bien d'aller chercher des nouveaux consommateurs en proposant un taux de service auquel ils sont habitués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, on présente une marketplace en B2C et B2B. La notion de mise en avant de lieux totem, j'y reviendrai, et puis une logistique mutualisée. Dans la marketplace, on va s'adresser aux consommateurs et à travers ça, vendre pas uniquement de l'alimentaire, mais du multisegment, multiproduit, c'est-à-dire que le consommateur pourra acheter des produits locaux, alimentaires transformés, de l'artisanat, voire de la petite industrie. Et petite industrie, un exemple, c'est par exemple des produits de la cosmétique. Pourquoi? Pour pouvoir remplir des paniers, s'adresser à une clientèle qui est aujourd'hui habituée à acheter facilement sur Internet. Et puis, bien entendu, pouvoir diminuer tout ce qui peut être coût logistique. Notre grande différence ou innovation, c'est que la deuxième partie de notre différence, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle des lieux totems. Nos lieux totems, on a choisi de nom parce que selon les territoires, ça va regrouper des caractéristiques différentes. Par exemple, en Île-de-France, on travaille aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture et le programme Bienvenue à la ferme pour mettre en avant ce qu'on peut appeler les boutiques à la ferme et s'en servir comme à la fois boutique, mais aussi création de mini-hubs pour faire soit de la redistribution locale, soit mettre en place un système de drive. Et la troisième évidence, c'est qu'à travers ça, donc on travaille une logistique mutualisée, à la fois en amont des totems, mais aussi en aval pour aller vers les consommateurs. Donc notre solution aujourd'hui, et ce qu'on essaye de préparer et de travailler, c'est une solution qu'on peut appeler hybride, puisqu'elle a plusieurs aspects. En travaillant la notion de mutualisation et la partie économie circulaire qu'on développe notamment avec l'AFNOR se fera à travers la deuxième partie de la place de marché en B2B pour faire travailler les professionnels entre eux sur un certain nombre de solutions, notamment d'échange de matières, d'échange de déchets, voire à terme de co-construction de produits. La dernière chose importante pour nous, c'est que on manie des choses qui sont un peu peut-être inhabituelles dans la notion de massification. Donc, on s'inscrit d'ici la fin de l'année sur le démarrage d'une expérimentation qui va se passer en Île-de-France sur plusieurs territoires, en Seine-et-Marne, en Yvelines, dans le Val d'Oise et à Paris intramuros, notamment à travers des lieux
dans ce qu'on appelle la petite ceinture, et tout ceci avec des partenaires locaux. Donc voilà, donc ce qu'on cherche aujourd'hui, bien entendu, c'est à étoffer l'offre et on est déjà en rapport avec beaucoup de producteurs. On continue à en chercher. Quand on parle de producteurs, c'est évidemment sur du multisegment, multi-produits, produits locaux. Et puis aussi, on est en rapport avec beaucoup de logisticiens, mais on continue notre recherche. Je vous remercie. Je réponds à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Denis, pour cette intervention. Et donc, oui, toujours le même principe, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser vos questions si vous en avez pour Denis. Alors, je vois Christophe qui pose la question, est-ce que vous êtes uniquement en Île-de-France? On ne le sera pas. Ça veut dire que comme on manie beaucoup de choses, il nous a semblé important pour nous-mêmes et nos financeurs de démarrer par une notion d'expérimentation, donc en Île-de-France. Notre volonté, c'est de se développer ensuite sur toute région avec un modèle qu'on aura vraiment solidifié. Les deux régions sur lesquelles on a aujourd'hui une approche aussi importante, c'est la Normandie et le centre Val-de-Loire, donc région proche aussi de l'Île-de-France. Et d'ailleurs, certains producteurs vont venir de ces régions. J'ai bien aimé l'image qu'a donnée Olivier tout à l'heure de l'escargot, parce que la notion de local, c'est exactement ça. Et pour approvisionner des paniers, on va aller chercher du local, et puis au fur et à mesure étendre pour répondre aux besoins des consommateurs. Notre cible, c'est vraiment bien les consommateurs, et en particulier donc ces fameux 20-40 ans, qui ont aujourd'hui une grande notion de ce qui peut être écologie, etc., mais qui sont aussi surconsommateurs de marques, d'Internet. Et pour aller les convaincre, nous, notre volonté, c'est bien de pouvoir remplir des paniers. Et remplir les paniers, c'est une des solutions justement pour réduire aussi cette notion de logistique, qui est le cœur de l'émission, on va dire, d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis. Je pense que ça répond également à la question d'Isabelle qui me demandait si vous travaillez à l'échelle nationale. Donc, et là, on a une autre question. Quels sont les enjeux, points saillants ou freins de l'expérimentation? Voilà, ça vaut 1 heure de débat et je suis prêt à prendre attache avec Isabelle Harry si j'ai ses coordonnées pour qu'on puisse en parler. Néanmoins, je peux donner quelques Ok. pistes. Je vais donner une image par rapport à une étude qui a été faite à un moment par Impact. C'est de se dire que quand on parle de la logistique des circuits courts et de la commercialisation des produits locaux, sur 100 producteurs qui aujourd'hui font à la fois leur production, leur vente et la notion de transport et de logistique, il n'y en a qu'un tiers qui s'en sort. Donc, comment on peut améliorer ça? C'est le premier des points, et en utilisant au maximum toutes les énergies et tout ce qui peut exister déjà au niveau des territoires. Je pense aux sociétés notamment de transport et de gestion de la logistique. Aujourd'hui, c'est un des premiers enjeux de regarder comment on va pouvoir mutualiser tout ça. Le deuxième, qui est très important, c'est la notion de répartition de la valeur. Quand on dit valeur, c'est combien un tel service coûte et comment on va pouvoir répartir en fait la vente d'un produit et la marge qui en découle entre les différentes parties. Et ça, c'est important. C'est la deuxième des raisons. Et puis, la troisième, mais on a déjà un certain nombre de réponses parce que je pense que d'ici fin juin, on aura convaincu plus de 500 producteurs à nous rejoindre. Quand on parle de producteurs, vous l'avez compris, c'est tout segment, tout produit. Donc, la troisième chose qu'on a à résoudre dans l'expérimentation, c'est si on va convaincre assez de producteurs, quels qu'ils soient, pour résoudre l'équation. Merci beaucoup, Denis. Il y a une dernière question et après, je passerai la parole à Mathilde.
Alors, j'ai Est-ce que encore vous une question, travaillez, c'est Chris? les territoires ultra-ruraux? Oui, bien sûr, puisque ça fait l'objet Oui, aussi d'expérimentation d'avoir des territoires tous différents. c'était la dernière question que je voulais te poser, mais très bien. Voilà, Eh ben, je merci l'ai beaucoup, vu en même Denis. temps et Et je répondrai après à d'autres questions si besoin. merci. Eh ben, je passe la parole maintenant à Mathilde des Nouvelles Fermes. Très bien, vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Super. Donc, je suis Mathilde et je vais vous présenter les Nouvelles Fermes, donc notre projet et en même temps notre modèle logistique. Donc, les Nouvelles Fermes, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe un réseau de fermes aquaponiques urbaines. Alors, qu'est-ce que l'aquaponie? C'est un système de culture en circuit fermé qui associe de l'élevage de poissons avec de la culture de végétaux. Donc concrètement, on élève des truites arc-en-ciel et c'est leurs déjections qui vont servir de nutriments pour les plantes qu'on fait pousser sur l'eau. Donc pourquoi ce projet est né? Il est né de la volonté de répondre à plusieurs problématiques et surtout à celle de produire au plus près des consommateurs et donc d'avoir la possibilité de remettre de l'agriculture au cœur des villes pour réduire l'impact carbone qui peut être lié au transport et aussi contribuer à la souveraineté alimentaire en relocalisant de la production en local et en France. Pourquoi on a choisi l'aquaponie? On l'a choisi principalement parce que c'est un modèle agricole qui permet de s'implanter sur des zones urbaines, bétonnées, polluées. Demain, un parking abandonné peut devenir une ferme aquaponique. Nous, en fait, on a juste besoin d'avoir un terrain. On n'a pas, ça permet en fait aussi de revaloriser du foncier qui était dégradé et qui n'aurait pas été exploitable en pleine terre. C'est aussi un mode de culture qui permet d'économiser de l'eau, qui est très résilient. C'est peu énergivore, notre serre n'est pas chauffée, pas éclairée, on n'utilise pas de chimie de synthèse, mais c'est aussi une culture qui, malgré tout, permet d'être intensive, sans épuisement des sols, puisqu'en fait, vu qu'on est sur l'eau, les cultures peuvent, poussent assez rapidement, en fonction des saisons, bien sûr, mais aussi peuvent tourner assez rapidement. Donc, pour vous retracer un peu le projet, ça a commencé en 2018. On a ouvert une première ferme de 1000 m² à Lormont. C'était à côté de Bordeaux, du coup. Donc, c'était vraiment pour tester le modèle et appréhender un peu les cultures qu'on pouvait arriver à faire pousser. En 2022, on a ouvert une deuxième ferme de 5000 m² à Mérignac, donc toujours à côté de Bordeaux et vraiment en pleine zone de l'aéroport. Là, c'était vraiment notre ferme à dimension commerciale. Donc sur cette ferme, on produit 60 tonnes de maraîchage par an et 10 tonnes de truites arc-en-ciel. On a fait 550 000 € de chiffre d'affaires en 2025, donc on fait 70% en B2B, 30% en B2C. Et notre objectif, c'est de faire 630 en 2026 et d'atteindre la rentabilité. Et le prochain et le gros deuxième défi de cette année, c'est aussi l'ouverture d'une ferme de 2 hectares dans les Yvelines. Ce sera la plus grande ferme en aquaponie d'Europe à dimension commerciale. Et on a estimé que 2 hectares, c'est notre taille cible pour arriver à une rentabilité rapide. Et avec en prévision, du coup, 60 tonnes de truites et 250 tonnes de maraîchage. Maintenant, pour rentrer plus dans le détail, vraiment sur notre logistique et sur notre distribution, sur la ferme de Mérignac, nos produits sont distribués dans un rayon de 30 km autour de la ferme et on garantit moins de 24 heures entre la récolte et la livraison. Donc, comment on est organisé pour ça? On a fait le choix d'avoir une livraison internalisée. C'est-à-dire que le livreur fait vraiment partie de nos équipes et contribue aussi à toute la partie conditionnement colisage. Donc, l'équipe de la ferme commence à récolter tous les jours à 4 heures du matin, de 4 heures à 6 heures. À 6 heures du matin, le livreur arrive et aide à la partie conditionnement colisage et ensuite il part pour sa tournée. Donc aujourd'hui, sur Mérignac, c'est un modèle qui est viable. De cette façon-là, on écoule 100% de notre production. On a environ entre 15 et 20 points de livraison par jour. Donc nos clients, c'est des magasins en direct, donc de la GMS, mais des magasins en direct, pas de groupement. On travaille aussi avec des restaurants en direct, des grossistes. Et en pleine saison, on peut quand même avoir jusqu'à 30 clients dans la journée. Et là, on est obligé de scinder la livraison en deux. Et donc, ce modèle-là, il est viable pour notre ferme de Mérignac, mais on est en train aussi de le repenser. Parce qu'avec la future ferme à Carrière-sous-Poissy dans les Yvelines, on va entrer dans une autre échelle. On va avoir 4 fois plus, une ferme 4 fois plus grande, donc 4 fois plus de production. Et là, on ne peut pas continuer à livrer uniquement les clients en direct. Donc, on va devoir passer d'un modèle de distribution ultra local à plutôt local, voire régional. Et donc, pour ça, dans notre stratégie, ce qu'on souhaite faire, c'est
conserver quand même quelques clients en ultra local pour se faire connaître sur le territoire, mais aussi approcher les centrales d'achat, plutôt GMS, pour pouvoir livrer un entrepôt qui, lui, par exemple, va desservir tous les magasins dans la région parisienne. Ensuite, continuer à développer les grossistes, parce que pour nous, ça représente aussi des gros volumes à la livraison et que la ramasse est possible avec certains. Et on est aussi en train d'explorer de nouveaux marchés, comme livrer des ateliers qui font de la 4e gamme, pour notamment aussi la restauration collective, la cosmétologie et la restauration collective aussi via des grossistes. Voilà, donc cette stratégie a aussi des conséquences sur notre offre, parce qu'on va aussi certainement la recentrer sur notre ferme à Carrière-sous-Poissy. Donc, je vous ai parlé un peu du projet et en même temps de notre modèle logistique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, c'était notre dernière intervention. Donc, en effet, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, soyez libre de prendre la parole ou alors de l'écrire dans le chat et Mathilde y répondra. Et plus largement, si vous avez des... Donc, je vais laisser Béatrice conclure, mais là, il y a un temps de... Ah, Baptiste qui lève la main. Baptiste, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous, mais merci pour vos interventions, ça m'a énormément intéressé. Donc moi, je suis Baptiste Andrieux, je suis administrateur au CNRA, je suis aussi investisseur sur les sujets de résilience alimentaire. Et j'avais une question un peu globale, plutôt pour les premiers intervenants, c'est essayer de comprendre dans la volonté de construire des circuits plus robustes, quelles étaient les priorités les plus centrales et où est-ce qu'il fallait mettre le curseur entre le maillage territorial, la qualité de la logistique, la capacité à absorber la diversité des flux. Notamment, je pense à tous les flux déclassés avec la loi Egalim où on peut les réorienter vers la restauration collective, etc. Vraiment, quel est le curseur en fait le plus efficace pour accompagner cette approche robuste et quels sont aussi les besoins de financement et d'investissement qu'aurait besoin toute cette chaîne de valeur pour être robuste et que nous, on pourra accompagner en tant qu'investisseurs. Je viens prendre la parole, Thomas de Velders, sur les chaînes de valeur, etc. En fait, nous, ce qui nous aiderait, c'est d'arriver à valoriser l'intégralité de la production du producteur, que ce soit sa catégorie 2, sa catégorie 1 et sa catégorie extra. Alors, autant le 1 et l'extra, c'est assez facile pour nous de le valoriser, autant le 2, c'est plus complexe. On travaille avec, alors pas chez Velders, mais dans le réseau Ribé Group, on a réussi un petit tour de force, c'est-à-dire qu'on a réussi à valoriser le producteur qui est basé dans le Compiègnois, l'intégralité de sa production en créant un partenariat avec une légumerie qui est adossée à un ESAT, enfin qui est gérée par un ESAT même. Et donc tout ce qui est sous-calibré ou surcalibré, tout part là-bas. Et après, nous, mon homologue de Compiègne achète les carottes aux producteurs, les revend à l'ESAT, et l'ESAT les transforme et les revend derrière aux grossistes. Donc ça, à mon avis, c'est un chemin qui est super vertueux. Parce que non seulement ça fait travailler des personnes en situation de handicap, en plus ça valorise l'intégralité, donc pour moi c'est très vertueux. Le truc, c'est que, pareil, toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une légumerie qui s'est montée dans cette idée-là, toujours par un ESAT, adossé à une société de restauration qui a pignon sur rue et qui fait partie des leaders en France. Et en fait, cette légumerie, par faute de volume, surdimensionnement de la légumerie, etc., a dû s'arrêter, a dû arrêter de produire. Et donc, c'est une légumerie qui, pour l'instant, est à la vente. Donc, voilà, avis aux amateurs. Mais du coup, il y a pour moi, après, c'est que ma vision c'est ma vision de la chose, c'est que là, en l'occurrence, sur l'histoire de cette légumerie qui a mis la clé sous la porte après 2 ans d'activité, c'est parce qu'on n'avait pas un service commercial, à mon avis, qui était suffisamment staffé. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je suis allé les rencontrer il y a 7-8 mois, parce que je savais que leur outil était, ils avaient une capacité de production qui était à la moitié. Ils produisaient pas suffisamment, en tout cas, pour remplir leur machine.
et leur proposer un partenariat. Mais le service commercial n'étant pas suffisamment staffé ou pas suffisamment armé, ils n'ont pas, à mon avis, su saisir l'opportunité. On n'a jamais pu démarrer ensemble. Je dis même pas que c'est une question de prix, puisqu'on n'a même pas eu l'occasion d'échanger sur le tarif. Donc, je pense que c'est la professionnalisation qui leur a manqué, notamment. Le côté pro, le côté commerce, un peu d'anticipation, etc. Je pense que c'est sur ce type de structure, en tout cas, les structures qui sont adossées aux États, je pense que c'est vraiment ce qui leur manque. Ils voient petit, alors qu'en fait, pour moi, pour moi, ça peut être ça peut être l'avenir, clairement, sur toute la partie 4e gamme, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que ce soit Colin dans le sud de la France ou moi dans le nord, on est aussi extrêmement, on vend énormément de produits de 4e et de 5e gamme. Et des partenariats avec eux, ce serait canon. En fait, si je peux compléter, Olivier et Baptiste, je rejoins ta question. C'est-à-dire que les besoins de financement, ils sont probablement pas que chez les grossistes. C'est-à-dire que quand j'entends les nouvelles fermes ou tous les intervenants qui sont passés ce matin, en fait, il n'y a aucune espèce de raison pour qu'on ne travaille pas ensemble. Nous, notre métier, c'est finalement de faire quoi? De la logistique de proximité. Les nouvelles fermes, on est partenaires, il y a des choses qui se font déjà et qui se font très bien. On a une capacité à absorber des volumes qui sont considérables. Les volumes de Vivalia, c'est quasiment 800 000 tonnes de produits fruits et légumes par an. Ça veut dire que notre obligation à nous, elle est de rendre les territoires puissants. En faisant quoi? En aidant de l'innovation, de la nouveauté. Et toi, en tant qu'investisseur, potentiellement, tu peux te tourner vers de l'innovation qu'il faudrait accompagner. Et nous, en tant que logisticiens de proximité, on peut sécuriser ton modèle économique demain tout en renforçant le nôtre. En fait, on a parlé à un moment donné de compétences et de cercles vertueux. Moi, quand on dit on aide un centre d'aide de retour au travail pour des personnes en situation de handicap, quand on dit aquaponie, quand on dit céréales, légumineuses, etc., notre monde est en train de changer et c'est en étant ensemble soudés qu'on arrivera à faire des choses. Nous, en tant que transporteurs, toi, en tant qu'expert financier, l'innovation sur le terrain, parce que l'agriculture est en train de bouger, hein, je veux dire, la production, tout le monde a de très bonnes idées. Mais il ne faut pas rester sur des vœux, pardon pour l'expression, elle n'est peut-être pas très élégante, mais sur des vœux très chèvre angora et patchouli. Il ne faut pas qu'on rêve. On a besoin de souveraineté alimentaire. Cette souveraineté, elle passera par des complémentarités. La complémentarité de nos acteurs sur le terrain, comme Thomas, comme Colin, de la production et de l'innovation, de distribution, nous, Vivalia, du CNRA, qui travaillera des plaidoyers. Bref, on a besoin d'être ensemble et de travailler tout ça. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Et il faut qu'on sorte du cadre habituel, c'est-à-dire ne réfléchissons pas comme on a toujours réfléchi, parce que malheureusement, on sera modeste sur nos ambitions. Alors je parlais de petites victoires en préambule. Certes, il faut des petites victoires, mais il faut une détermination sans faille. Et notre réseau, nos indépendants et nos partenaires, que ce soit le CNRA, que ce soit nos politiques demain, on a vraiment besoin de remettre notre souveraineté alimentaire, les territoires, la puissance des réseaux, le grossiste qui fait son job de grossiste. Hein. Nous, notre métier, c'est de transporter. Qu'on transporte demain des carottes ou de la truite arc-en-ciel, très bien, ça fait partie de notre métier, on sait faire, mais pour ça, parlons-nous. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois que ça répond aussi sur le chat. Il y a des coordonnées qui sont données. Je profite juste pour poser une question à Mathilde. Donc, Isabelle demande, est-ce que vous pensez abandonner le modèle Mérignac basé sur l'ultra-local? Et si oui, pour quelles raisons? Je pense que tu y as répondu pendant ton intervention, mais je te laisse Oui, alors en fait, le réitérer ta modèle réponse. ultra-local à Mérignac, il est possible parce que la ferme fait seulement 5000 mètres carrés et que en livrant une vingtaine de clients par jour, on arrive à écouler toute notre production. L'enjeu qu'on a là cette année, c'est sur notre future ferme qui sera 4 fois plus grande, d'arriver à écouler cette production. Et là, si on ne veut pas passer à avoir 18 camions et devenir une entreprise logistique, on doit trouver d'autres solutions et ça passe notamment par justement échanger avec des grossistes
et approcher aussi des centrales d'achat GMS ou se rapprocher aussi de la restauration collective. Voilà. Mais notre volonté, c'est toujours de rester distribué en local ou régional. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, on peut encore prendre une question avant de conclure. Si vous avez une question qui n'a pas été répondue dans le chat, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole et après on pourra conclure. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci. Jean-Claude Mizy de l'association Hop Hop Food. En fait, j'ai une question à la fois pour Vivalia et Marché des Territoires. La problématique du gaspillage alimentaire, comment vous l'abordez? Est-ce que vous avez l'utilisation de solutions qui existent de type Solal ou Too Good To Go ou d'autres solutions que vous poussez? Ça, c'est ma première question à vous deux. Et la deuxième, c'est nous, on est maintenant sur l'ensemble de la France en anti-gaspi à travers le digital, une application pour les personnes en précarité alimentaire. Est-ce qu'on pourrait commencer un dialogue entre vous et Hop Hop Food et moi en particulier pour voir comment on pourrait être partenaire sur les territoires? Merci. Je